Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Buzz TV en direct de notre semaine spéciale à Cannes sur la Croisette. Nous sommes toujours installés dans ce décor de rêve depuis la plage Vega, à quelques pas seulement du palais des festivals où défilent les plus grandes stars du cinéma. Et aujourd'hui justement, c'est une autre star que l'on reçoit, pas forcément du 7e art, même si je suis certain qu'il serait très bon à l'écran, mais une star du journalisme de débat. Il présente chaque jour une grande émission de discussion sur France 5 et il a lui aussi décidé de quitter son studio pour s'installer sur la plage et de venir jusqu'à nous. Bonjour Karim Rissouli. Bonjour. Bienvenue sur son plateau. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir ici. Donc Cannes ce soir, hein. Donc c'est le titre de l'émission que vous allez lancer ce lundi. Ce lundi, voilà. C'est aujourd'hui. C'est en deuxième partie de soirée sur France 5. On n'a pas l'heure exacte, hein, mais c'est l'horaire de C'est ce soir, qui est à Paris en deuxième partie de soirée, qui est jamais à la même heure d'ailleurs. Ouais. Donc après le film ou l'émission qu'il y a juste avant nous. Donc c'est la version cannoise de C'est ce soir, qui sera vraiment une émission de cinéma dédiée au festival. Et on est super heureux d'être là. Et voilà, dans ce cadre-là, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Et vous avez aussi un plateau qui est absolument magnifique. On va en parler dans un instant. Je mets mes lunettes. Ah, mais mettez vos lunettes. Et c'est vrai que vous allez jouer avec, mais c'est vrai que. Je n'ai pas le choix. Ah non, je précise. Vous êtes photophobe. Ouais, j'ai vu qu'Antoine Decaune avait dit ça. Je suis un peu photophobe moi aussi. Je le découvre ce matin. C'est ça, vous le découvrez ce matin. Après, en même temps, vous êtes illuminé, n'est-ce pas? Et pas que par le soleil. Vous, à Cannes, justement, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes plutôt tapis rouge, vous êtes débat enflammé, ou soirée où ça se termine peut-être parfois jusqu'à 5h? J'aime pas choisir. Je suis débat enflammé, c'est mon métier, donc je suis là pour ça, je suis là pour travailler. Ouais. J'aime beaucoup, pas forcément le tapis rouge, mais j'adore, je vois plein de films pendant ce festival. Ouais. Monter les marches, c'est quand même une expérience extraordinaire. Ouais, bien sûr. Et il y a quelque chose de mythique qu'il faut pas renier. Voilà. Ouais. Et puis j'aime faire la fête aussi. Ouais. Mais vous voyez, tu vois, ces petites cernes là, il faut bien les maquiller. Mais la priorité, c'est quand même le travail. C'est quand même le travail. Ouais. Et à quoi ressemble le quotidien d'un présentateur parisien installé ici à Cannes pendant une semaine? C'est, je pense, 2 fois plus de travail qu'à Paris. Ouais. Parce que je ne me rends pas compte de ça, je vois 95% des films dont je parle. Ce soir, par exemple, on a 6 films à l'affiche. Ouais. Au moment où je vous parle, j'en ai vu 5. Je dois voir le 6e à 14h. Donc, c'est beaucoup de projections, beaucoup de travail, de lecture. Donc, si je commence par la fin, je rends l'antenne vers minuit. Ouais. Je ne peux pas aller me coucher tout de suite. Ouais, c'est l'adrénaline. Parce que l'adrénaline est trop forte. Ouais. Donc, soirée. Voilà, on verra. Au dîner, soirée, en tout cas, j'arrive pas à me coucher tout de suite. Ouais. Le matin, il faut se lever relativement tôt parce qu'il y a souvent des projections vers 8h30, 9h. Et puis après, j'enchaîne ma journée avec la conférence de rédaction, je vois les équipes. L'écriture, il y a des gros changements de casting aussi dans la journée. Ouais. Ce soir, par exemple, j'ai un programme prédéfini, mais ça peut changer à tout moment. Ouais. Je peux avoir des acteurs qui se rajoutent, des acteurs qui annulent, des réalisateurs pareils. Donc c'est un marathon. C'est un vrai marathon. C'est un vrai marathon. Et vous avez parlé de la montée des marches. Il est prévu que vous la fassiez cette année? Non, il est pas prévu. D'abord, je ne peux pas la faire parce que je suis à l'antenne à 22h30. Ouais. Donc je suis en préparation avant. Ouais. Si je suis encore là samedi, j'essaierai peut-être de voir ce que je peux faire. Mais je l'ai déjà fait à l'époque où je bossais pour Canal+. Ouais. On avait une montée des marches qui était géniale avec toute l'équipe du Grand Journal à l'époque. Et quel souvenir vous en gardez? Ça devait être incroyable. Bon, c'est un truc de gosse en fait. Ouais. Être là, alors j'avoue que les photographes ne m'appelaient pas Karim. Donc c'est une bonne école de l'humilité quand même. Oui, mais vous êtes noyé finalement au milieu de tous ces people, donc vous avez le sentiment d'en faire partie. Ouais, non, mais en tout cas, il faut pas bouder son plaisir. C'est quelque chose d'assez. Pouvoir vivre ça est assez exceptionnel. Ouais. Et c'est intriguant parce que quand on est journaliste politique finalement de formation, un petit peu comme vous, qu'est-ce qu'on vient chercher ici finalement au milieu des strass et des paillettes et de toutes ces stars du cinéma? On vient pas chercher les strass et les paillettes. Non, on vient chercher ce que racontent les films. Pour le coup, c'est vraiment le cœur de l'émission qu'on fait ici. On venait à Cannes avec C'est ce soir les précédentes années, mais on venait pour 1 ou 2 émissions. Cette année, le choix qui a été fait, c'est que C'est ce soir se transforme en Cannes ce soir. Ouais. Et on vient justement chercher ce que racontent les films, du monde, de la société. Il y a beaucoup de films cette année sur la Seconde Guerre mondiale. Oui. Il y a beaucoup de films sur des questions de société dans plein de pays dont on ne parlerait jamais dans l'émission. Donc grâce au cinéma, on aborde des sujets dont on ne parle pas forcément à Paris, où on parle de Trump, de l'Iran, du Proche-Orient, de l'antavirus. Voilà. Mais le cinéma est d'abord une matière pour nous. Pour parler du monde et de la société. Donc, le Festival de Cannes, c'est le plus grand festival de cinéma au monde. Ouais. C'est le festival de films d'auteur, de films engagés au sens noble du terme. Et donc, c'est une matière formidable pour nous. Et on va en parler dans quelques instants avec vous, Karim Rissouli. Mais tout d'abord, je vous propose de découvrir les 2 petites news médias du jour. À
Alors, je crois que le générique est mal parti, mais c'est pas grave, on continue. J'ai entendu une petite musique. Oui, moi aussi, j'ai entendu une toute petite musique, mais bon, apparemment, on me dit qu'elle est partie. Allez, on commence ces infos médias avec Thomas Soto qui va lâcher les rênes de la matinale d'RTL après les avoir tenues pendant 2 ans. C'est vrai qu'on parle beaucoup de cinéma ici, mais nous sommes en plein mois de mai qui marque généralement le début du mercato. Et ce dimanche 17 mai, c'est dans une publication sur son compte Instagram que le journaliste annonce qu'il va tourner cette page. Alors, on ne sait pas si ce départ est contraint ou volontaire. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'il ne part pas fâché vis-à-vis de ses collègues, puisqu'il rend hommage à une rédaction qu'il qualifie d'engagée et de volontaire. Son équipe de chroniqueurs, il les considère comme des musiciens impeccables d'un orchestre rigoureux. Et selon les derniers chiffres d'audience radio publiés par Médiamétrie mi-avril dernier, eh bien France Inter se maintenait au-dessus des 7 millions d'auditeurs quotidiens, devançant toujours assez largement RTL qui échouait sous la barre des 5 millions. Vous postulez à sa succession ou pas, Karim Rissouli? Non, pas du tout. Je suis pas sûr qu'RTL pense à moi déjà. Oh, bah alors on ne sait pas, vous savez, tout peut aller très vite dans le monde des médias. Et non, j'aime beaucoup trop le soir et la nuit pour me lever à 2h du mat. Vous ne pourriez pas faire une tranche le matin, ce serait compliqué pour vous? C'est une question qu'on me pose souvent depuis que j'ai commencé. Il en a parfois été question. Mais j'ai 3 enfants. Ouais. Et je crois que mon rythme, mon chrono, votre horloge biologique, voilà, me dit que ce soir est une super case pour moi. J'aime beaucoup travailler le soir, travailler la nuit. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui arrivent à se lever à 2h du mat, à être à l'antenne frais et dispo à 7h. Donc bon, et ça vous permet de profiter de la famille aussi. Il ne faut jamais dire jamais, mais non, ça n'est pas mon objectif en tout cas. Ça vous permet de profiter peut-être de la famille, c'est ça, hein, le matin peut-être s'occuper de c'est la petite dernière, je crois, qui est quand même en âge d'être à la maison. 14, 9 et 3, voilà, donc voilà, qui ont des besoins chacun différents. Ouais. Donc oui, c'est aujourd'hui, j'arrive à concilier les deux, et je pense que quand on fait une matinale, c'est plus compliqué. Et pourtant, la radio, vous connaissez bien ce média, parce que vous avez commencé, hein, vous avez fait vos premiers pas sur Europe 1. Voilà, exactement. Vous en gardez un bon souvenir de ce passage là-bas? J'ai adoré la radio, je trouve que c'est le média où il y a le plus de liberté en réalité. Donc j'aimerais revenir à la radio un jour. Je pense que j'y reviendrai un jour si j'ai des propositions, mais sans pour autant quitter la télévision. Mais voilà, la matinale, c'est autre chose. Dans la radio, j'adorais. À l'époque, Europe 1 et RTL étaient à 200 mètres l'une de l'autre. Oui, rue François 1er et rue Bayard. Dans le 8e arrondissement. Il y avait une concurrence. C'était 2 radios qui avaient des scores plus élevés qu'aujourd'hui, l'une comme l'autre. J'ai un souvenir assez merveilleux de C'était mon début de carrière en plus, j'ai commencé là-bas. Exactement, c'était vos premières amours. Allez, on poursuit ces infos médias avec cette tribune qui avait fait couler beaucoup d'encre. Elle avait été publiée dans les colonnes de Libération la veille de l'ouverture du Festival de Cannes. 600 professionnels du secteur avaient signé une tribune dans Libération, dans laquelle ils accusaient Vincent Bolloré de mener un projet civilisationnel. Alors parmi les signataires, on peut citer notamment la comédienne Juliette Binoche, l'acteur Swan Arlo, l'acteur également Jean-Pascal Zadi ou encore le réalisateur Raymond Depardon. Tous dénoncent dans ce texte, je cite, l'emprise grandissante de l'extrême droite sur le cinéma par l'intermédiaire de Vincent Bolloré, actionnaire majoritaire du groupe Canal+, on le rappelle. Le président du directoire du groupe, Maxime Saada, a annoncé que ces derniers seraient désormais blacklistés par le premier financeur du cinéma français. Il assure qu'il a vécu cette pétition comme une forme d'injustice vis-à-vis des équipes de Canal qui s'attachent à défendre la diversité dans leur choix. Il rappelle que Canal+ soutient tous les cinémas, toute la diversité et que des films comme l'histoire de Souleymane ne seraient pas faits sans ce groupe. Vous comprenez cette réaction de Maxime Saada qui consiste en fait à dire en gros je vous donne de l'argent, vous vous pincez le nez, séparons-nous et tout ira bien. Est-ce que je comprends cette réaction? Ce que je voudrais d'abord dire, c'est que le cas de Vincent Bolloré et de son emprise réelle ou supposée sur les secteurs, le monde des médias l'a vécu, avec iTélé devenu CNews, le monde de l'édition, on l'a vu récemment avec Grasset. Aujourd'hui, ça touche le monde du cinéma. Donc, je ne vais pas répondre à la place du monde du cinéma. Je pense que c'est aux cinéastes, aux acteurs, actrices, aux producteurs, productrices de se positionner. Et ils y ont répondu pour certains d'ailleurs. Pour certains, je pense que le monde du cinéma, que c'est bien, en tout cas, c'est bien que ce débat s'engage dans le monde du cinéma. Et après, je pense que la question, si on veut, on peut aussi y réfléchir un peu différemment. C'est-à-dire, la question, c'est la question du monopole, en réalité, avec ou sans Vincent Bolloré. Et le financement du cinéma français, il est assez formidable. C'est une exception mondiale, le cinéma français. C'est pour ça qu'on a ce cinéma-là. Parce qu'il y a aussi des obligations de financement des chaînes à péage. Peut-être la question qu'il faut se poser, c'est que les chaînes à péage, Canal+, Orange, appartiennent tous aujourd'hui à Vincent Bolloré. Donc c'est davantage la question du monopole qu'il faut poser. Et je pense que c'est d'abord une question qui se pose aux régulateurs, c'est-à-dire au pouvoir public. Moi, j'attends que... L'autorité de la concurrence. Où les hommes et les femmes politiques
politiques se positionnent là-dessus. Je pense que c'est leur rôle, c'est un débat passionnant, que le monde du cinéma se positionne, et je pense que c'est un débat qui est sain en tout cas. Mais c'est vrai que les Césars, les Oscars, et un peu d'une certaine manière aussi le Festival de Cannes, toutes ces cérémonies finalement, il n'est pas rare que les lauréats ils prononcent des discours qui sont souvent très engagés. Comment expliquez-vous que ce secteur qui est quand même parfois assez loin de la politique sur le papier soit à ce point politisé? D'abord, dès qu'il y a des enjeux économiques majeurs, c'est politisé. C'est vrai. Et c'est politique. C'est le cas du cinéma, c'est le cas du Festival de Cannes. Le Festival de Cannes, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est c'est un festival de cinéma d'auteur. On n'est pas à l'Alpe d'Huez, à Gérardmer ou dans d'autres festivals. C'est un festival où beaucoup de films et de cinéastes engagés sont sélectionnés. Donc c'est assez logique qu'eux prennent la parole. Après, encore une fois, je pense que j'aime pas le mauvais procès qui est fait quand on dit monde du cinéma égale strass paillettes, et donc vous ne connaissez rien à la vie réelle des gens, donc ne venez pas nous parler de politique. C'est un peu le stéréotype qu'on a en effet. Non, je pense que tout le monde a le droit de parler politique, la personne qu'on rencontre sur la croisette comme celle qui monte les marches, et voilà, je suis un passionné de débat. Oui, pour vous ça vous va, parce que finalement il lance parfois même des débats, il s'engage dans des débats. Oui, en tout cas, je pense qu'il ne faut pas fuir ce débat-là. Je ne sais même pas si on l'aura sur le plateau de Cannes ce soir, mais on reçoit Swan Arlo, qui est l'un des signataires de la Tribune pour un film autour de la collaboration de la Seconde Guerre mondiale. On le reçoit en fin de semaine. Évidemment, la question lui sera posée. Donc voilà, je pense que c'est un débat sain, encore une fois. Et ce débat-là, ce sera dans Cannes ce soir. C'est une émission que vous allez présenter à partir de ce soir, en deuxième partie de soirée sur France 5. On en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Vous voyez, là, je suis un petit peu ému parce que là, vous voyez, là, la virgule est passée. Là, vous voyez, en entier en plus. Vous voyez, on n'arrête pas le progrès. Je vois le retour et je me dis que j'aurais dû mettre un smoking. Oh non, arrêtez, vous êtes magnifique comme ça. Non, parce que vous ne portez... Attendez, parce que c'est quand même important de le dire. Vous ne portez pas de chemise ni de costume à l'antenne. Généralement, vous êtes en pull. Oui, j'ai souvent... Mon look classique, c'est plutôt t-shirt sur chemise. Voilà, mais pourquoi vous ne portez pas de chemise? Ça vous va pas, c'est ça? Si, j'espère que ça me va. Ça vous va, moi je crois que ça vous va, mais vous n'en portez jamais, il y a une raison. C'est un truc qui remonte assez loin. Quand j'étais sur Canal+, déjà au Grand Journal à l'époque, je venais faire une chronique politique dans le Grand Journal et je trouvais ça intéressant, le décalage qui était que je venais parler politique. Et à l'époque, j'avais des chemises à carreaux. Bon, j'allais un peu loin, peut-être dans le look, mais je trouve que c'est intéressant aussi de pouvoir parler de politique ou des questions de société sans forcément ressembler aux hommes et aux femmes politiques. Absolument. Voilà, c'est un message qu'on peut envoyer, effectivement. Non, mais voilà, en tout cas, chacun est libre de... En tout cas, ça vous va super bien, là, cette petite veste. On ne donnera pas la marque, mais en tout cas, ça vous va très bien. Alors, comment fabrique-t-on une émission en plein cœur du Festival de Cannes? Finalement, est-ce que c'est un peu la croisette qui va dicter votre conducteur, c'est ça? C'est la programmation du festival, ça c'est sûr. Et les gens qui sont de passage sur la croisette. Il faut être très cool avec ça parce que l'émission peut changer. Là, il est 18h30. L'émission peut changer jusqu'à 21h. À 21h, encore une fois, un acteur peut se rajouter et j'aurais rien préparé sur lui, il faudrait que je m'adapte. Un réalisateur sur lequel on a préparé une demi-heure d'émission peut m'annuler parce qu'il a un dîner qui n'était pas prévu ou une obligation qu'il n'avait pas notée à son agenda ou que son attaché de presse ne lui avait pas donné, etc. Donc il faut être souple, c'est sûr. Non, oui, en fait, la programmation est dictée par les montées des marches, les films qui sont présentés. À Cannes, c'est pas que les montées des marches. Il y a les films en compétition, les films hors compétition, toutes les sélections parallèles. Le marché du film aussi, dont on parle un peu moins. Mais qui peut aussi faire que des gens qu'on a envie d'inviter sont là. Mais Cannes ce soir, c'est quand même une émission qui va traiter de l'actualité du festival. Donc des films qui sont en compétition et en sélection. Donc voilà, ce soir, on a des films. On va parler de Moulin, par exemple, qui était hier présenté dans la grande salle du Théâtre Lumière, et le réalisateur sera avec nous ce soir par exemple. Et l'heure à laquelle vous tournez cette émission, est-ce que c'est un atout ou un handicap pour recevoir des comédiens? Honnêtement, c'est plus un handicap qu'un atout. Parce que les acteurs, généralement, participent à des dîners aussi. Oui, un comédien qui peut faire C'est à vous à 20h avant d'aller avoir son dîner. Bon, voilà, à sa place, j'avoue que je comprends. Non, c'est pas un atout, c'est pas forcément un handicap. Et en général, ça nous amène des gens qui sont peut-être un peu différents de C'est à vous. Donc au moins, il y a une complémentarité entre les deux émissions. Et vous serez sur le même plateau que celui
celui le même de plateau. C'est à vous, c'est le même. C'est le plateau qui est vraiment au pied des marches. Ouais. Je rends un grand hommage aux techniciens parce que C'est à vous termine à 21 h. Nous, on commence après. Et il y a un changement de décor parce qu'on n'a pas la même table que C'est à vous, les mêmes chaises. Les techniciens qui bossent comme des malades, qui changent le décor. Et nous, après, on prend possession du lieu. Mais on a aussi, comme ici, des petites assises basses, comme c'est ce soir à Paris, qui est plus dans la conversation de deuxième partie de soirée. Et ce qui fait vraiment l'ADN de votre émission. Vous n'êtes pas seul en plateau, vous serez entouré de Laure Adler et de Camille Diao. Et Louise Ekland aussi, qui et Louise sera avec Ekland, nous voilà. pour cette semaine cannoise. Qui fait le tapis rouge dans C'est à vous. C'est Madame Tapis Rouge, Ouais, Madame Marche du Festival de Cannes. Très internationale, Louise Ekland. Ouais, elle est la polyglotte Louise Ekland, mais elle connaît aussi par cœur le cinéma, elle est très forte. Ouais. Et c'est aussi une mémoire du festival du coup, parce qu'elle fait ça depuis un petit moment. Ouais. Elle est dans C'est à vous avec Anne-Elisabeth et on la prendra à chaque début d'émission pour un journal du Festival de Cannes qui sera fait avec Louise. Et qu'est-ce que chacune vont apporter à cette émission entre Camille Diao et Laure Adler par exemple? Ce sont on a 4 chroniqueurs à Paris, Camille Diao, Laure Adler, Nathan Dever et Arthur Chevalier. Ouais. Nathan et Arthur sont plus sur des questions politiques ou philosophiques et Laure et Camille sont nos 2 journalistes les plus culturels. Oui. Laure Adler, c'est malgré tout une mémoire du journalisme culturel. Elle a fait... je ne sais pas combien je lui demanderai ce soir d'ailleurs, de Festival de Cannes. On va pas la vexer. Hein. Non, mais ça la vexe pas, justement, c'est ça qui est bien avec elle. Non, ça la vexe pas du tout, mais en tout cas, c'est une mémoire de ce festival et une très grande cinéphile, Laure Adler. Et Camille Diao, c'est aussi une très grande journaliste culturelle d'une autre génération que Laure. Ouais. Donc c'est un binôme génial pour parler du cinéma. Et il y a quelque chose aussi qui change par rapport à ce que vous proposez d'habitude, c'est une émission au public. Ouais, ça j'adore. Ça change concrètement beaucoup de choses aussi dans le conducteur. Ça change l'énergie surtout. Ouais, l'énergie aussi. Ça change l'énergie. Vous sentez si le public décroche ou est attentif? Oui, le truc c'est que le public n'est pas en train de crier et de hurler à chaque prise de parole, mais surtout c'est une énergie différente de celle qu'on a à Paris. C'est bien aussi de voir le public qui nous regarde. On peut aussi imaginer celui qui est devant sa télévision. Et puis ça met une ambiance, une chaleur. Moi j'adore, si je pouvais la faire en public tous les jours, je le ferais. Vraiment, ouais. Et qu'est-ce qui vous en empêche à Paris? C'est la logistique? Non, c'est pas le... Ça demande des moyens supplémentaires? Oui, ça demande des moyens supplémentaires. C'est pas les mêmes conditions de sécurité, etc. Et puis c'est pas le format de l'émission. L'émission s'est créée avec cette discussion entre 5 ou 6 invités, un peu cocon. Et donc voilà, c'est pas le format aujourd'hui, mais j'aimerais parfois, c'est une idée comme ça, on pourrait faire C'est ce soir en public événementiel. L'événementialiser, exactement. Alors c'est vrai qu'on connaît le Karim Rissouli politique, on connaît un peu moins le Karim Rissouli cinéphile, acteur. Non, acteur, ça j'en parlais tout à l'heure, mais je suis sûr que vous seriez excellent dans un film. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. J'ai joué mon propre rôle dans un film. Ah, vous voyez, vous avez déjà fait. Ça s'appelait La Promesse verte d'Édouard Bergeon, qui est le réalisateur qui avait fait Au nom de la terre avec Guillaume Canet. Absolument, un film d'après qui s'appelle La Promesse verte. Et il y a une scène où c'est une longue scène, je vous invite à la regarder, Damien. Vous avez dû apprendre un texte par cœur. Bien sûr. Parce que je me suis mis une énorme pression. C'est votre propre rôle, mais malgré tout, c'est un métier de comédien là que vous. Ouais, mais c'est pas du tout le même. Enfin, c'est un métier à part entière. Je ne sais pas. Je pense que si je devais me reconvertir, j'irais peut-être plus vers la réalisation que vers l'acting. Alors justement, le Karim Rissouli cinéphile, l'amoureux du cinéma, il est comment? Il ressemble à quoi? Quels sont ses goûts exactement? Moi, je suis en cinéma comme en musique, j'ai des goûts extrêmement variés. Je suis un amoureux du cinéma. J'ai eu la chance, par ma mère notamment, d'être éduqué très tôt à beaucoup de films de genres très différents. Ma mère m'emmenait quand j'avais 10 ans voir des films en VO, de Ken Loach par exemple, au cinéma Art et Essai d'Angers. C'est intéressant parce que c'était pas forcément mon milieu social. Mais c'était elle-même une passionnée de cinéma et donc j'ai été pas mal éduqué. Même mon éducation politique et citoyenne s'est fait aussi beaucoup par le cinéma. Après, j'adore je trouve des navets géniaux, j'adore les comédies, je suis très cinéma engagé, c'est vrai, parce que j'ai un petit tropisme politique et sociétal, mais j'aime tout type de films. Et quand j'étais à l'école de journalisme, j'en avais même lancé un magazine de cinéma qui a eu 2-3 numéros en kiosque, qui s'appelait Parallax. Parallax. Ah oui, donc vous avez vraiment une vraie fibre 7e art en vous, quoi. C'est vraiment quelque chose. Je pense que j'aurais pu. Mon chemin a été vers le journalisme politique parce que ça s'est passé comme ça, mais j'aurais aussi pu être, je pense, journaliste culturel. Ça aurait pu. Et qu'est-ce qui vous intéresse le plus, si j'ose dire, dans le 7e art? Est-ce que ce sont les grandes stars internationales, les belles lumières, les belles réalisations, les histoires qui sortent de l'ordinaire, peut-être? Les histoires me touchent énormément. J'ai une fascination, par exemple, en ce moment aussi pour le travail des réalisateurs. C'est-à-dire que
le naturel d'une scène, puisqu'on est à Cannes, là, il y a un film de Rodrigo Sorogoyen qui s'appelle L'être aimé, qui je pense, j'espère en tout cas sera au palmarès. Il y a une scène d'ouverture entre Javier Bardem et Victoria Luengo, qui est la comédienne espagnole qui est face à lui. Un déjeuner de 17 minutes entre un père et sa fille. Franchement, le moindre silence est naturel. Ça, je trouve que c'est de l'art, c'est de l'art, c'est fantastique. Génie aussi, la mise en scène, le son, vraiment, je prends un plaisir immense à regarder des films et j'ai pas la culture d'un chroniqueur des cahiers du cinéma, du Monde ou du Figaro, mais je suis un amoureux. Donc quand vous vous rendez dans une salle de cinéma, c'est ça que vous cherchez, au-delà de l'émotion, vous cherchez justement le son juste. Non, la vérité c'est que c'est l'émotion. L'histoire et l'émotion qui d'abord vont me choper. Je peux aimer un film que beaucoup considèrent comme un mauvais film si j'ai eu une émotion. Mais c'est pareil en musique. J'ai besoin d'abord d'être transporté, d'être ému. Et puis après, avec les années, mon regard a appris à s'affiner et à regarder la mise en scène, la lumière, etc., etc. Mais je suis quand même d'abord transporté par les histoires, l'émotion et le propos des films, évidemment. Voilà, le propos, c'est ce que j'allais vous dire, vous êtes un amoureux du débat. Est-ce que vous recherchez aussi des films qui finalement proposent derrière des discussions et des débats? Oui, l'an dernier, on avait une émission à Cannes, on avait un C'est ce soir spécial Cannes. Donc on cherchait à mettre au programme, à l'affiche, les films les plus qui correspondent à le film iranien, le film palestinien. Mais au fond, l'émission n'était pas si différente de ce qu'on faisait à Paris. Donc aujourd'hui, on va chercher ça. On va aller chercher, quand on parle de Moulin, évidemment qu'on va parler de la collaboration, de la résistance, de qu'est-ce qu'on fait face à l'histoire. Mais on va aussi avoir des films qui ne traînent pas de sujets politiques parce qu'on est là tous les soirs. C'est pas C'est ce soir, c'est Cannes ce soir, et que tous les styles de cinéma doivent être présents. Alors, toute l'année, on le disait tout à l'heure, vous présentez cette émission C'est ce soir, c'est en deuxième partie de soirée aussi sur France 5, où les idées sont les vedettes, comme le dit d'ailleurs généralement la bande-annonce. Qu'est-ce qui pour vous fait la singularité justement de cette émission de débat? On en voit beaucoup des émissions de débat à la télévision, sur toutes les chaînes info. Quelle est la singularité de la vôtre, pour ceux qui n'ont pas encore? J'espère qu'on a réussi à imposer un cadre de débat serein et apaisé. Et en fait, ma grande fierté, c'est quand on sort d'une émission, que tous les sujets ont été abordés, qu'il y a eu vraiment des antagonismes, qu'on a débattu du fond des sujets, mais qu'on a réussi à se respecter du début à la fin. Je crois profondément à ça. Quand quelqu'un arrive sur mon plateau, que je sois ou pas d'accord avec ses idées politiques, d'ailleurs vous ne savez pas pour qui je vote, non, c'est vrai. Et vous ne le saurez jamais. C'était la question d'après. C'était la question d'après. Mais je veux dire, quelqu'un, prenons des politiques, un invité du RN, de Renaissance, du PS ou de LFI qui vient sur le plateau, je veux qu'il se sente respecté dans le débat du début à la fin. Je crois profondément à ça. Je pense que c'est une ambiance de débat et que c'est peut-être compliqué pour ceux qui nous regardent de se dire mais oui, mais c'est toujours les mêmes débats. Il y a 6 personnes sur un plateau de télé, sur une chaîne info, 6 personnes à ce soir, donc c'est pareil. Je pense que c'est pas pareil. Je pense qu'on est à la fois, il y a une ambiance différente, et puis nous, on va prendre un sujet, poser une question, et la traiter pendant 1 heure ou 1h05. Ce qui, je crois, se fait nulle part ailleurs. Pour le coup. Et justement, ce temps long, c'est ce qui permet aussi peut-être de ne pas avoir des cris dans tous les sens en plateau. C'est-à-dire qu'on a le temps d'exposer un propos et d'avoir ce goût de la nuance. Si demain, je vous invite sur un plateau, que vous savez que vous avez 7 minutes avec moi, vous allez arriver avec le message que vous voulez faire passer, et vous allez dire, putain, j'ai 7 minutes pour le faire passer. Si vous avez 1h05, vous savez que vous avez le temps. Il y a une forme de maïeutique, en fait, dans l'émission. Et moi, ce que j'aime, c'est que vous venez avec vos éléments de langage ou avec votre message à faire passer, mais finalement, à la fin de l'émission, vous allez changer d'avis, vous allez changer de regard sur tel ou tel invité, vous allez poser une question à l'invité. J'aime ce côté maïeutique du débat, qui fait qu'on arrive, je pense, à en sortir des choses qui ne se disent pas forcément ailleurs. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a encore cette place pour le temps long? On a le sentiment aujourd'hui que la société s'est polarisée, comme la politique d'ailleurs, et que la nuance a disparu. Vous êtes un peu à contre-courant. Le temps long, il faut rendre hommage à France Télévisions pour ça, par exemple. C'est vraiment, je pense cette case, on est en deuxième partie de soirée, il n'y a pas les mêmes enjeux peut-être qu'à 18h ou à 19h, en tout cas enjeux d'audience, mais donc, et France Télé permet ça. Et je me rappelle de Michel Fil, qui était le patron qui était l'un des patrons de France Télévisions à l'époque où C'est ce soir a été mis en place. On lui avait dit mais il n'y aura personne à 23h sur France 5, il n'y a pas de case, etc. Il avait dit écoutez, le service public c'est comme le métro à minuit, même s'il y a 2 personnes, il doit y avoir une rame qui passe. Alors il n'y a pas 2 personnes, je rassure tout le monde. Non, il y en a un peu plus. Ça marche bien et c'est une émission qui est très très influente Ce soir.
Donc à la fois, il y a du monde dans le métro, mais en même temps, c'est l'honneur, je pense, du service public de pouvoir proposer ce type d'émission. Et débattre, c'est argumenter pour ne pas se battre. C'est la fameuse maxime que vous avez reprise d'Étienne Klein du physicien. Débattre pour ne pas se battre. Et je crois que ça... Mais encore une fois, oui, la société est polarisée. Il y a des sujets qui sont clivants. Il ne faut pas les nier. D'ailleurs, on s'en saisit. Ouais. Mais je pense qu'il y a différentes manières de le faire. Et en tout cas, moi, mon but, juste pour résumer d'une phrase, c'est que mon but dans la vie, c'est d'essayer de construire des ponts et d'abattre des murs. Voilà. Je pense que ce soir peut ressembler à ça. France Télévisions a annoncé qu'elle allait relancer l'heure de vérité à la rentrée prochaine. Vous en ferez partie ? Non. C'est l'émission qui sera diffusée sur France 2, qui sera une grande émission politique. Ce sera la grande émission politique de la présidentielle. Je n'avais pas participé à celle de 2022 déjà, j'avais participé à celle de 2017 avec Léa Salamé et David Pujadas à l'époque, qui s'appelait l'émission politique, où on était tous les trois. Vous étiez dans des paroles et des actes aussi, vous êtes habitué des grands messes mais ça correspond, je crois, à un moment de ma vie et de ma carrière, comme si j'avais 70 ans. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai plus envie d'attraper la politique par les questions sociétales que par une pure émission politique de campagne. Donc un entretien face à face avec un politique, c'est pas forcément ce qui vous intéresse aujourd'hui ? Non, pas forcément, mais peut-être... non, en tout cas, c'est pas le format de l'émission. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus faire du politique bashing et qu'on a besoin de les entendre. Bon, ça passe à une vitesse exceptionnelle cette interview, on n'a encore que très peu de minutes. Mais non, mais pas encore, mais je vais vous poser quelques questions qu'on pose habituellement à nos invités dans cette séquence qui s'appelle très sobrement Yes We Can. Si vous étiez... merci de ne pas vous moquer, c'est moi qui ai inventé ce titre, d'accord ? Si vous étiez un héros d'un film, vous seriez lequel ? Bon, non, ça c'est un peu trop mégalo. J'ai vu Moulin hier soir. J'avais cru que vous alliez me dire Superman. Non, j'ai vu Moulin hier soir et je me disais en regardant qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place. Donc j'aurais aimé avoir le courage d'un Moulin. Mais si je suis totalement sincère, le cinéma de mon enfance, c'est Top Gun. Top Gun, ouais, c'est ça. Pete Mitchell, Maverick, joué par... Il met ses lunettes comme ça. C'est les aviateurs, c'est pas celle-là, comme ça, voilà. Non, mais il y a le geste déjà. Ça je pensais que j'étais la réincarnation de Tom Cruise, qui n'était pas encore mort d'ailleurs. Il y a un air, honnêtement. Non, j'étais très très loin du physique de Tom Cruise, mais j'étais fan, je connaissais ce film par cœur, les répliques par cœur, voilà. Et j'en connais encore certaines par cœur. Si votre vie était un film, ce serait quoi ? Ce serait un thriller, ce serait une comédie romantique, une comédie musicale ? Une comédie romantique, je crois. Une comédie romantique, ouais. Vous êtes un grand romantique, vous, Karim. Je suis un grand romantique, c'est ça. Ouais, je suis un grand romantique. Vous, la Saint-Valentin, vous savez que c'est le 15 mars, non, quelque chose comme bien ça. Joué. Je pense comédie romantique, parfois comédie dramatique, mais malheureusement. Mais je pense que ce serait une comédie romantique. Si le fil de ma vie, une comédie romantique engagée. Engagée, allez, ça passe. Et quel est le film qui vous fait le plus pleurer ? Qui me fait pleurer il y a un film un film d'un réalisateur dont on ne parle plus trop, un film de Clint Eastwood qui s'appelle Un monde parfait, avec Kevin Costner et Clint Eastwood justement, où je l'ai vu 50 fois quand j'étais plus petit et je pense que j'ai pleuré 50 fois. Et à la fin, tu as toujours envie que la fin se passe différemment. Je ne vais pas spoiler, mais bon, voilà, il se passe un drame à la fin. Et voilà. Allez, très très rapidement, parce qu'on arrive à la fin, quelle est la chose la plus invraisemblable que vous ayez faite dans une salle de cinéma ? Je ne peux pas vous le dire, ça. Je peux pas vous le dire. Des choses que je ne peux pas dire, ça c'est sûr. Et peut-être que partir au bout de 10 minutes, c'est invraisemblable. Mais le reste, vous ne le saurez pas, Damien. Le reste, je ne le saurais pas. Merci beaucoup, Karim Rissouli. On imagine. Merci d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que si vous êtes à Cannes aujourd'hui, c'est pour présenter Cannes ce soir. C'est donc l'émission de deuxième partie de soirée diffusée sur France 5. Merci d'avoir été sur ce plateau. Et on vous retrouve bien évidemment à Paris dans C'est ce soir, toujours sur France 5, avec une émission de débat qui parfois parle de cinéma, mais pas que. Voilà. Exactement. Merci d'avoir été sur ce plateau. Et le Buzz TV revient dès demain avec un nouvel invité. Nous recevrons Charlotte Dauphin justement qui présente un film dans le cadre du marché du film. Très bonne soirée à toutes et à tous sur le Figaro TV.